peu connue jusqu'à 1982, a été sujette donc à des discussions assez prolongées sur le plan descriptif, sur le plan nosologique et sur le plan technique chirurgical. Et il n'est jamais assez, et c'est toujours de mise que d'en parler, malgré donc les 36 ans de description et d'excision. Alors, comment on va avancer? Qu'il me soit permis, en tant qu'anatomiste, de parler un peu de notions fondamentales, à la limite un prérequis, concernant le péritoine, concernant l'organisation de ce feuillet qui est hautement considéré pour le chirurgien viscéraliste abdominal. Alors, il y a 6 structures, en fait, péritonéales, que tout le monde connaît bien sûr. Il y a le péritoine viscéral, il y a le péritoine pariétal, mais ce qui est important à préciser, c'est qu'en plus de ces 2 éléments, il y a l'élément, le méso étant défini comme étant une double lame péritonéale qui véhicule le pédicule d'un viscère et qui est complètement libre dans la cavité abdominale. C'est dans le méso. Il y a le mésocolon transverse, le mésosigmoïde, le mésentère, étant donc une structure péritonéale anatomique importante, facile à maîtriser d'ailleurs, relativement. Puis il y a l'épiplan ou omentum. C'est un pédicule aussi, mais qui relie 2 viscères. Là, l'estomac, l'huile hépatique, il y a un omentum, il y a bien sûr l'omentum gastro-hépatique, et puis il y a l'hématome gastro-splénique aussi, et c'est aussi une double lame péritonéale qui véhicule le pédicule entre 2 vaisseaux. Le 3e élément étant le ligament. Le ligament, c'est un repli, une superposition de 2 feuillets péritonéaux, mais qui ne contiennent pas de pédicule et qui sert à la contention, à l'accrochage, au maintien d'un viscère à la paroi. Et puis il y a les fascias. Les fascias d'accollement, c'est un méso, mais il est accolé à la paroi. Le mésorectum n'a pas trouvé tout à fait de place dans cette description anatomique académique et ancienne. Pour dire que, avancer un peu dans la genèse de ce mésorectum, si on prend en considération un peu la phylogénèse, comment a évolué au fait ce mésorectum, si on prend un peu en considération la phylogénèse dans le sens où les mammifères à 4 pattes se sont érigés, et c'est l'être humain qui les représente, soit sur le plan ontogénèse, le développement de l'être humain, de la position de Dicupetus à la position de 4 pattes, et puis au bout d'1 an, il va se remettre donc en position debout. Aussi bien la position à 4 pattes, le mésorectum était plutôt un méso qui répond à la définition de l'anatomie des anatomistes. C'est un feuillet, c'est un élément à double feuillet et qui est libre dans la cavité abdominale. Et que la position debout donc, a fait que le développement bien sûr du bassin dans les 3 plans de l'espace a fait au fait que ce double feuillet remonte dans la cavité pelvienne. Il n'est plus accroché au plancher pelvien. Et que cette remontée du péritoine a fait que ce feuillet pariétal va se réfléchir et remonter avec le péritoine, donnant ce qu'on appelle le fascia propria, le fascia rectal, qui va définir la loge rectale et finalement le mésorectum. En fait, il ne ressemble ni à un fascia, ni à un méso, ni à un épiplan. Pour finalement donner un organe à 3 étages, supérieur, moyen et inférieur, rétro-péritonéal en partie et sous-péritonéal
je dirais en grande partie. Le point le plus difficile à étayer étant ce cas banal, c'est un point particulièrement intéressant sur le plan anatomique, dans le sens de sa résection, dans le sens de sa dissection, et on verra dans les détails ce qu'il en est. Quelques précisions anatomiques, à la recherche bien sûr d'un consensus entre cette pratique chirurgicale et la définition anatomique. Mésorectum, c'est défini comme l'ensemble de la graisse, des vaisseaux, des lymphatiques et des nerfs qui sont situés dans une gaine fibreuse autour du rectum. C'est la loge rectale ou rectum intrafacial. Versus la définition anatomique qui relate que le méso est une entité anatomique formée par une double lame péritonéale libre qui véhicule les vaisseaux, les nerfs et les lymphatiques et destinée à un viscère, et soutenu bien sûr par de la graisse. C'est le concept de pédicule. Revenons un peu au fait encore à l'organogénèse. La cavité abdominale, autant que la cavité thoracique, contient bien sûr, il y a un contenant et un contenu. Il y a une paroi, il y a des viscères. Les éléments, bien sûr l'embryon, je ne vous apprends bien sûr rien, en insistant sur le mésoblaste et sur l'ontoblaste. Le mésoblaste, c'est le feuillet embryonnaire qui est responsable de la formation ou de l'organisation de la paroi d'une façon générale, donc des muscles et des aponevroses. Et ces éléments pariétaux, qu'on définit comme étant extrafaciaux, sont couverts par un fascia pariétal, dont le fascia transversalis au niveau abdominal. Et puis il y a les éléments ontoblastiques, donc du feuillet ontoblaste, et qui va générer les viscères. C'est des viscères qui sont intrafaciaux et qui sont couverts par une gaine généralement assez résistante, mono-unistratifiée, qui est le péritoine. Son équivalent, bien sûr, au niveau du thorax, c'est la plaie. Le fascia transversalis au niveau abdominal, son équivalent, c'est le fascia endothoracique. Et qui sont en fait en continuité, quelque part, puisque dans la pratique, certaines collections abdominales se manifestent par des épanchements pleuraux. Donc il y a une continuité de ce fascia transversalis et endothoracique. Entre ces deux fascias, il y a un espace avasculaire, aréolaire, facile à disséquer. Et c'est là en fait où réside un peu l'importance pour nos jeunes de les bien repérer, de bien les entretenir, les entreprendre, parce que c'est à ce niveau-là que tout devient facile une fois qu'on a retrouvé ce plan avasculaire entre le fascia pariétal et le fascia viscéral. L'évolution des idées, c'est que Henry William Waldeyer, depuis la fin du XIXe siècle, en fait, a défini quand même le fascia recti propria, en fait, qui est constitué comme un feuillet aponévrotique à l'étage pelvien. C'est un peu ce qui correspond au fascia iliaque, au fascia iliaca, au niveau des fosses iliaques. Ce qui correspond aussi au fascia transversalis au niveau abdominal. Ce qui est aussi le fascia de Girota au niveau des lombes. C'était donc une définition, une description qui date quand même de la fin du XIXe siècle. Soutenue par une thèse qui a été faite par un étudiant africain en France depuis 1892 et qui a défini finalement la gaine fibreuse du rectum, qui prend naissance en 1892. Il a décrit que ce fascia recti prend naissance en bas, au niveau de la jonction anorectale, par la réflexion de ce fascia pelvien vers la paroi abdominale et qui va circonscrire le méso ou tout ce qui est destiné au rectum. C'est un schéma emprunté qui est très expressif
qui est très démonstratif. Très démonstratif dans le sens où on reconnaît bien sûr la cavité péritoniale de Douglas. C'est une coupe médio-sagittale et transversale d'un pelvis chez l'homme, avec la vessie, la vésicule séminale, la prostate. Et donc cette cloison ectoprostatique qui est du non-vilier, le rectum évidemment, le canal anal. Et puis il y a donc ce feuillet pelvien qui va descendre jusqu'au plancher et qui va se réfléchir, en fait, ce feuillet plutôt pariétal qui va se réfléchir sur le rectum, sur le mésorectum et qui constitue le feuillet donc viscéral du rectum ou fascia recti, qui contient bien sûr l'ensemble des vaisseaux, les artères, les veines, les nerfs. Les nerfs, en fait, par contre, viennent plutôt de l'espace rétrorectal, transpercent ce fascia pariétal, et puis ils vont traverser le fascia recti pour aller innerver le rectum. Et le secret, bien évidemment, c'est de rester dans ce plan. On a le droit de couper, bien sûr, ces nerfs, mais on n'a pas le droit de couper les nerfs à destinée urogénitale en suivant ce plan avasculaire, facile à décoller normalement, mais bien sûr moyennant quelques verrous qu'on va voir. L'appareil sphinctérien, bien sûr avec le faisceau profond, le superficiel et le sous-cutané de cet appareil sphinctérien, élément noble aussi, que la résection du mésorectum doit conserver particulièrement. Alors, comment ça a été cette discussion prolongée de la description de la nosologie et de l'excision de ce mésorectum? Piscian, depuis 2000, a décrit le mésorectum comme étant la graisse périrectale. Elle fait partie également du mésorectum. Donc, en fait, c'était une description un peu flouée. Maurice Lode, un éminent anatomiste français, définit le mésorectum comme étant les rapports latéraux du rectum. Mais en fait, c'est insuffisant. Et que les discussions depuis 82 à 89, les choses ont été assez animées dans le sens où graisse, vaisseau, nerf qui entoure un viscère, sous ou rétropéritonéal, pour les anatomistes ne constitue pas un méso, et que à la 16e édition de l'Anatomica Nomina a tenu son congrès en 1989 et a retenu, au fait, la conclusion que le terme de mésorectum est un peu inapproprié par rapport à la définition classique et anatomique pure académique du méso. Mais en fait, il y a toujours un consensus entre anatomiste et chirurgien et que la définition, finalement, le plus important, c'est que tout méso, c'est l'ensemble des vaisseaux, des nerfs, des lymphatiques, de la graisse, qui est destiné à un viscère qui soit entre deux feuillets péritonéaux, ou sous forme de fascia, ou sous forme d'épiplan. Mais le plus important, c'est que ces éléments sont destinés à un organe, quelle que soit leur structure. Venons à la technique chirurgicale de l'excision donc de ce mésorectum. Hild, bien sûr, étant l'initiateur et le premier à avoir décrit cette excision totale du mésorectum depuis 1982. Et que pour lui, l'excision mésorectale totale, c'est l'ablation de toute la graisse occupant la moitié postérieure du pelvis. C'est quelque part insuffisant à ce niveau-là ou à cette ci. Pour Tirette, en 1998, il avance un peu la technique, et pour lui, la TME est l'excision de l'ensemble de la graisse et des tissus cellulaires lymphatiques qui entourent le rectum. C'est assez vaseux aussi. Jusqu'à 2004, où
Tilly a finalement parlé de ce vase clos, de cette résection d'une entité bien circonscrite par le fascia recti, et donc c'est la résection intrafaciale du rectum. Quelques coupes anatomiques assez inédites, parce que c'est un travail personnel que j'ai réalisé en 1990 dans un laboratoire, dans le laboratoire d'anatomie de Marseille. C'est un sujet d'anatomie congelé, embaumé, en position de chirurgie rectale, et qu'on a procédé à des coupes anatomiques dans les 3 plans de l'espace. Et là, l'une de ces coupes, c'est une coupe sagittale, et ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que ces plaques ont été congelées, et que pour pouvoir prendre de bonnes photos et un bon usage pour les prendre au niveau de l'ordinateur, il fallait les décongeler. Et donc, moyennant un insufflateur, on décongèle les coupes. Et du coup, je me suis aperçu au fait que ce plan, il y a un plan qui se décolle très facilement, sans aucun effort, sans aucun instrument, rien que par le jet d'air, le souffle. Et donc on voit bien ce mur postérieur, donc présacré, qui se décolle d'une façon facile. D'ailleurs, même dans la chirurgie classique, c'est pratiquement le deuxième geste qu'on fait pour pouvoir décoller le rectum jusqu'au plancher pelvien. On peut arriver facilement à décoller jusqu'au plancher pelvien. Ceci étant au niveau postérieur. Une autre coupe transversale, celle-là qui passe par la prostate, je la présente au fait, parce qu'au fait, les limites ou l'aspect ou la description de ce mésorectum est claire. Le fascia recti, on le voit très bien, il circonscrit d'une façon évidente le mésorectum, la lumière rectale, et puis il y a quelque part une petite différence, difficile à constater, mais quand on prête attention à la couleur de la graisse pariétale, extrafaciale, et de la graisse mésorectale, on constate qu'au fait que cette graisse est plus lisse et plus sombre, versus une graisse qui est plus grenue quelque part et plus claire en pariétale. Et donc, c'est important de prêter attention à cette différence quelque part constitutionnelle de la graisse périrectale qui est assez sombre, riche en vaisseaux, et celle pariétale qui est plus blanche, plus claire et moins riche en vaisseaux. Une autre plaque transversale qui passe par la prostate, on voit très bien, rien que par l'insufflation donc à l'air, on obtient pratiquement le décollement facile de ce mésorectum. Ce qui est important sur cette plaque, c'est qu'en avant et un peu latéralement, au niveau des vésicules séminales, il y a un verrou important, plus important que le verrou supérieur de l'artère rectale supérieure. C'est un peu la rectale moyenne, les branches de la rectale moyenne, et surtout la lame fibronerveuse de Walsh qui va innerver l'appareil urogénital. Et donc là, c'est une coupe particulièrement intéressante qui montre la facilité avec laquelle on peut avoir cette excision totale du mésorectum. On voit bien la paroi donc rectale et puis le fascia, ce qui correspond un peu à l'aponevrose de Nonvilliers qu'il faut savoir décoller et ramener pour pouvoir compléter la libération et l'excision totale du mésorectum. Encore une coupe passant par les vésicules séminales, on voit bien donc ce mésorectum, la paroi et l'aponevrose de Nonvilliers, vésicule séminale, la vessie, les deux urtères. C'est aussi un plan qui est quelque part équivalent au plan postérieur, le plan antérieur. Il est facile à disséquer relativement par rapport aux ailerons rectaux, c'est-à-dire par rapport au mésolatéral. Encore une coupe, une dernière,
c'est une coupe qui est frontale, coronale, qui va montrer l'étage moyen du rectum. Donc c'est là où en fait les lames nerveuses de Walsh vont passer et qui va être en fait un repli du fascia pelvien, et il va se circonscrire la partie moyenne du mésorectum, bien sûr le plancher pelvien, la graisse ischio-rectale. Une petite introduction, je dirais, sur l'évolution, sur la technique chirurgicale un peu improvisée, dans le sens où j'ai considéré en fait le rectum ou la loge rectale comme étant une pyramide quadrangulaire, en fait, mais en fait c'est plutôt triangulaire. Elle va donc en se rétrécissant de haut en bas, dont on définit 3 étages, supérieur, moyen et inférieur. 5 cm, je dirais chacune, ou chaque étage. Il y a 6 compartiments, 2 latéraux supérieurs, 2 latéraux moyens et 2 latéraux inférieurs. Donc on prend un peu cette loge rectale dans cette répartition. Et puis il y a 2 espaces à considérer. Le postérieur, facile à libérer, peu de vaisseaux. L'antérieur, plus difficile, mais en fait il contient aussi un mésorectum qui peut donc entraîner des saignements. Mais en fait, quand on ne rate pas cette aponévrose de Denonvilliers, qu'on doit rechercher à 1 à 2 cm au-dessus du cul-de-sac chez l'homme et au fond du Douglas chez la femme, 1 à 2 cm au-dessus du cul-de-sac pour aménager les vésicules séminales et pour pouvoir retrouver et emporter l'aponévrose de Denonvilliers. Et puis, à tous ces étages, ces espaces, on reconnaît 8 obstacles. Quelque part qu'il faut. Les obstacles, c'est les pédicules rectaux supérieurs droit et gauche, qui sont généralement faciles à ligaturer. Et après avoir ouvert le péritoine du côté droit, on verra tout à l'heure, et à partir de cette ouverture et de la ligature de ce premier verrou, on va pouvoir descendre très facilement dans ce fascia pré-sacré pour libérer la face postérieure du rectum, et on peut y aller au maximum possible jusqu'au plancher. Et puis, il y a 2 verrous moyens, c'est les lames fibro-nerveuses de Walsh et la rectale moyenne. Et puis, à l'étage inférieur, il y a un ligament recto-coccygien, c'est important, à aller le chercher, à l'individualiser pour le sectionner, et ça va vous permettre de redresser ce capanal et de pouvoir entamer la partie inférieure du rectum. Et puis, il y a en avant le ligament, ou le muscle, ça dépend, recto-urétral chez l'homme ou urovaginal chez la femme. Là aussi, c'est un élément important et essentiellement pour la résection endoluminale ou le transanal du mésorectum. Pour une plaque de dissection cadavérique assez embaumée en fait, et le repère le plus important avant d'entamer toute résection, ou le premier geste à faire pour retrouver ce plan avasculaire entre le fascia recti et le fascia pariétal, c'est l'urtère. On repère l'urtère à un travers de doigt, maximum 2 travers de doigt, on ouvre le péritoine et on tombe au fait dans cet espace qu'il ne faut pas rater. Et c'est important parce que si on le rate, généralement la dissection devient difficile. Donc une attention première, une concentration sur l'urtère droit, à un travers de doigt, au maximum 2 cm, on va inciser le péritoine et on va tomber à l'aplan de ce plan avasculaire qui va nous mener en arrière, en latéral, et bien sûr en sectionnant le péritoine à droite et à gauche jusqu'au cul-de-sac du Douglas,
va entamer le plan antérieur et ça devient plus facile concernant les ailerons et la partie latérale de ce mésorectum. Je terminerai par, bien sûr, l'introduction de l'exégèse totale du mésorectum par voie transanale qui va être bien étayée par mon ami Fahmi. C'est une TME à l'envers. Et j'ai un peu écrit à une TME à l'envers, il faut une lecture anatomique à l'envers. Et donc on va définir au fait cette anatomie du canal anal en remontant vers le haut, avec bien sûr une dissection intersphinctérienne première, on la verra tout à l'heure, une anastomose colo-anale. Les difficultés anatomiques, par contre, c'est bien sûr, il faut savoir bien identifier le plan intersphinctérien, essentiellement pour les tumeurs du bas rectum, pour pouvoir justement bien préserver le sphincter strié et avancer vers le mésorectum, enfin dans la fosse ischio-rectale. Il y a bien sûr, comme on a tout à l'heure dit, le muscle recto-urétral chez l'homme et recto-vaginal chez la femme. Il faut l'individualiser dans un deuxième temps pour préserver l'urtère membraneux, c'est important, il ne faut pas le toucher, moyennant justement l'individualisation de ce muscle et sa section. Les vaisseaux du pédicule rectal inférieur, issus de la pudendale, donc en fait en sous le plancher, c'est important, un pédicule qu'il ne faut pas faire saigner beaucoup et qui va nous éclairer ou nous mener vers ce ligament recto-coccygien qu'on va, à sa section, entamer l'excision totale du mésorectum. Bien sûr, la reconnaissance du plan mésorectal est importante pour la préservation nerveuse à l'étage inférieur. Un schéma emprunté de l'équipe de Chevalier, publié en 2017 dans la revue Colon-Rectum. Là, je passe très rapidement, donc c'est de la répétition. Là, le muscle recto-urétral, le muscle ou le ligament recto-coccygien, le sphincter lisse, le sphincter strié. On va pouvoir, bien sûr, pour les moyens, tumeurs du moyen rectum, on va partir au fait au-dessus de ce sphincter pour emporter la ponévrose de Denonvilliers, et couper le muscle ou ligament recto-coccygien et entamer par voie ascendante donc l'excision du mésorectum. Pour conclure, je dirais que le mésorectum correspond à l'ensemble des vaisseaux nœuds lymphatiques et graisses destinés au rectum et contenu dans le fascia propria, sans rentrer bien sûr dans la discussion de la définition académique du méso. C'est un consensus, c'est clair, que l'excision du rectum intrafacial se fait par paliers descendants à 3 étages. Elle entreprend l'espace avasculaire périrectal, extrafacial, qui est verrouillé par des éléments pédiculaires supérieurs, moyens et inférieurs, ainsi que le ligament recto-coccygien et recto-vaginal ou recto-vaginal. La résection transanale, bien sûr, implique une lecture anatomique inversée, c'est important. La voie laparoscopique, bien sûr, s'apprête bien au pelvis, qu'elle soit par voie abdominale ou par voie transanale, de part que le pelvis, surtout dans les pelvis rétrécis, étroits, chez les obèses, en cas de tumeur aussi évoluée, la voie laparoscopique est vraiment salvatrice et que cette transanale vient un peu dépasser les difficultés en rapport avec certaines conversions assez fréquentes ou certaines excisions incomplètes et bien sûr pour aménager et l'innervation urogénitale ainsi que l'appareil sphinctérien. La TME assure bien sûr la préservation nerveuse urogénitale et le bon pronostic carcinologique. Je vous remercie.